avec notre objectif toujours de vous apporter de la connaissance, de vous apporter de la compétence et de vous apporter de l'excellence. Bien évidemment, ce matin, nous ne pouvions qu'être entourés du meilleur. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter la personne qui va co-animer avec moi cette matinale, en l'occurrence Maître Rémi Gouillet. Alors, je vais essayer de vous retracer son parcours parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc, Rémi est avocat fiscaliste. Il est associé et fondateur d'un cabinet qui s'appelle Itax. C'est l'ancien directeur du département de dématérialisation fiscale du cabinet CMS Francis Lefebvre. Il est membre de la commission AFNOR sur la facturation électronique. Et enfin, pour finir, il est professeur à l'université de Paris-Dauphine. Donc c'est un homme bien occupé. Donc merci encore de nous faire l'honneur merci de nous accompagner. Merci de ton invitation et ravi également du coup d'être ici parmi vous pour traiter de ce merveilleux sujet qui est donc la facturation électronique qui, vous allez voir, va beaucoup vous occuper, je dirais, dans les semaines, dans les mois à venir, si ce n'est pas déjà le cas. Et ça devrait déjà être le cas normalement d'ailleurs. Tout à fait. Alors je vous propose de commencer. Avec Rémi, en fait, on a pris un parti pris. On s'aperçoit que de plus en plus, et ça doit être le cas au sein de cette assemblée, vous commencez à avoir un vernis sur ce sujet. Aujourd'hui, les PDP, le invoicing, un certain nombre de notions vous deviennent familières. Donc on va bien évidemment y revenir pour que tout le monde ait le même niveau de connaissance. Mais vous allez voir qu'on va également aborder des sujets périphériques qui sont souvent sous-estimés, d'accord, et qui ont pourtant une importance capitale dans ce qui nous attend en septembre 2026. Alors je vais lancer les débats par une première question à destination de Rémi. Moi je suis DAF, je suis responsable comptable ou je suis dirigeant d'entreprise. J'entends qu'on me parle tantôt de 2026, tantôt de 2027. Je sais aussi que cette réforme, elle a déjà été reportée 2 fois. J'ai l'impression que mes voisins en Europe avancent pas tous au même rythme. Qu'en est-il exactement, Rémi, s'il te plaît? Là, vous avez effectivement le calendrier définitif, je le dis, parce qu'on a beaucoup de clients qui nous disent est-ce qu'il n'y aura pas un autre report, etc. Alors je vous dis, il n'y en aura pas. La volonté de l'administration fiscale, c'est maintenant clairement de tenir les délais, et les délais seront tenus, très clairement. Alors, j'attire juste votre attention sur une petite spécificité, parce qu'on a quelques problèmes avec les clients qui ont du mal, effectivement, à appréhender ce nouveau délai. C'est qu'en réalité, vous le savez, il y a un calendrier que vous avez ici sous les yeux, qui laisse a priori à penser qu'en fonction de la taille des entreprises, certaines seraient concernées par la réforme au 1er septembre 2026. Alors ce sont plutôt les ETI et les grandes entreprises. On affichera après, si vous voulez bien, le calendrier avec les critères tant de masse salariale que de chiffre d'affaires qui font qu'une entreprise est regardée tantôt comme étant une ETI, une grande entreprise, ou une PME et une TPE. Donc le calendrier actuel laisserait à penser que pour les TPE et les PME, calendrier serait plutôt septembre 2027. En réalité, j'attire vraiment votre attention sur le fait, et cela résulte de la diapositive que vous avez ici sous les yeux, que pour tout le monde, la réforme, c'est le 1er septembre 2026. Si jamais vous n'avez pas effectivement sélectionné votre PDP d'ici le 1er septembre 2026, si vous n'avez pas les tuyaux de brancher effectivement d'ici le 1er septembre 2026, vous ne recevrez plus aucune facture d'aucun fournisseur concerné par la réforme dès le 1er septembre 2026, c'est-à-dire les grandes entreprises. Donc, le vrai calendrier pour tout le monde, très distinctement, c'est 1er septembre 2026, en phase de réception. Alors, tu l'évoquais il y a quelques instants, Rémi, effectivement, beaucoup d'entre vous s'interrogent sur la catégorie à laquelle ils appartiennent. Et c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, distinguer une ETI d'une PME n'est pas forcément si facile. Est-ce que tu peux nous en rappeler les critères, s'il te plaît? Oui. Alors, vous les avez ici sous les yeux. Alors, j'attire votre attention sur plusieurs points. D'abord, le premier, c'est que si votre société est membre d'un groupe, fiscalement intégré ou non d'ailleurs, on raisonne entité par entité. Donc, on ne raisonne pas au niveau groupe. Il ne s'agit pas de globaliser, je dirais, les seuils de chiffre d'affaires ou de masse salariale que vous avez ici sous les yeux. On raisonne au niveau groupe, au niveau entité, pardon. Donc ça, c'est déjà un point sur lequel vraiment j'attire votre attention. Le deuxième point sur lequel j'attire votre attention, c'est que ces critères sont possiblement amenés à évoluer. Donc il va quand même falloir suivre l'actualité en fonction effectivement de ce ressenti que va avoir l'administration fiscale relativement à la possibilité d'avancer plus vite. On n'est pas à l'abri que l'administration fasse rentrer plus rapidement certaines entreprises dans effectivement le champ de l'obligation de facturation électronique un peu plus tôt que ce qui résulte du diaporama que vous avez ici sous les yeux. Donc ça, c'est le deuxième point. Alors,
je ne sais pas si parmi vous, certains ont eu la malchance d'opter pour ce qu'on appelle le groupe TVA. Alors ça concerne plutôt le secteur assurantiel et le secteur bancaire. Quand on a opté pour le groupe TVA, toutes les entreprises du groupe sont considérées comme étant des grandes entreprises, donc concernées, s'agissant de la phase d'émission, par la date du 1er septembre 2026. Donc ça c'est pareil, c'est un peu à intégrer dans la réflexion. A priori, pour appréhender ces critères, ce que nous a dit l'administration fiscale, c'est qu'on avait vocation à se situer, à se placer avant le dernier exercice clos qui précède la date d'entrée en vigueur de la réforme. Donc on fera une photographie, si vous, grosso modo, clôturez sur l'année civile, on fera une photographie au 31 décembre 2025 des critères que vous avez ici sous les yeux pour savoir a priori à quelle catégorie il convient de vous rattacher. Voilà. Mais je pense que vous avez toutes et tous ici une idée assez intuitive de la date qui vous concerne en phase d'émission, d'autant que, tu l'as dit à très juste titre, il y a eu tellement de webinaires sur le sujet, de qualité d'ailleurs assez inégale, souvent à des fins commerciales, très orientées, effectivement, un peu dénuées, je dirais, d'objectivité, qui ont dû vous permettre déjà de savoir où vous vous situez par rapport, effectivement, à ces critères. En revanche, est-ce que je suis fatalement et forcément concerné par la réforme qui s'annonce ? Il y a de fortes chances. Ah. Oui, il y a de fortes chances. Alors, la réforme, on va le voir, elle contient plusieurs volets. Il y a un volet facturation électronique qu'on appelle le e-invoicing, qui concerne toutes les entreprises qui ont des flux B2B franco-français. D'accord. Avec de la TVA. Donc, autant dire que c'est quand même une approche extrêmement large, qui est effectivement prévue ici dans le cadre de cette réforme. On a un deuxième volet qu'on appelle le e-reporting, qui est de loin le volet qui va vous poser le plus de difficultés, je le dis très distinctement, sur lequel il n'y a pas assez de communication, d'ailleurs, me semble-t-il, qui concerne tous les flux internationaux, mis à part quelques exceptions dans le détail desquelles on pourra rentrer d'un point de vue très technique, et qui concerne également le B2C. Donc si vous avez dans vos clients des clients non assujettis, personnes physiques, du secteur associatif également, alors c'est un peu compliqué le secteur associatif, parce qu'ils peuvent être assujettis, non assujettis, ça veut dire qu'in fine, en réalité, que ce soit le premier volet, ce qu'on appelle le invoicing, ou le deuxième volet qu'on appelle le e-reporting, il y a de très fortes chances que vous soyez impacté, mais vous l'êtes, sinon je pense que vous ne seriez pas là aujourd'hui. D'accord. Donc c'est clair. Alors tu as employé deux termes effectivement qu'on entend beaucoup, ouais. E-invoicing, e-reporting. Est-ce que tu peux me rafraîchir la mémoire sur cette distinction ? Bien volontiers. Alors le invoicing, c'est le volet facturation électronique. Donc ça veut dire que demain, dans le cadre de vos échanges franco-français en B2B avec de la TVA, vous allez devoir recourir à des modes de facturation tout à fait spécifiques. Alors c'est l'horreur parce que... pas donner le nom, mais il y a une organisation syndicale qui a fait, un sondage auprès effectivement de ses adhérents. Pour 66% des entreprises, la réforme relative à la facturation électronique consisterait à rendre obligatoire le PDF. C'est tout sauf ça. C'est-à-dire que le PDF, demain, devient effectivement un mode de facturation totalement prohibé. Alors il y aura une période de bienveillance, de tolérance de la part de l'administration fiscale, mais qui va être très courte. Demain, il va falloir effectivement, dans le cadre de cette obligation dite de invoicing, recourir à un procédé de facturation qui pourra être soit de la facture X, on va en dire quelques mots, soit de l'UBL, soit du C2I, soit de l'EDI. D'accord. Donc demain, la notion de facturation électronique change. Elle va concerner des flux que vous avez ici identifiés, c'est-à-dire la France, la métropole, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, vous le voyez, on a effectivement tantôt de la facturation électronique, on va le voir, tantôt ce qu'on appelle du e-reporting. Alors, pour faire très simple, sur le champ d'application respectif des obligations, le invoicing concerne, pour faire simple, vraiment très macroscopique à ce stade, tous les flux B2B franco-français avec de la TVA. Bien. Tous les flux qui ne sont pas des flux B2B franco-français avec de la TVA, si je fais très simple, sont concernés par l'autre obligation déclarative qu'on appelle le e-reporting. Le e-reporting va vous obliger, alors vous et votre PDP, on va en parler tout à l'heure, à devoir déposer 3 fois par mois un fichier sur effectivement ce qu'on appelle, alors ce qu'on ne sait pas trop d'ailleurs vraiment appeler, puisque ça a changé de nom, maintenant le concentrateur, ça fait très peur d'ailleurs, qui est la plateforme étatique, la PPF, la plateforme publique de facturation. Donc ça veut dire que si vous avez des flux B2B franco-français, et vous en avez, avec de la TVA, vous allez demain devoir recourir à un mode de facturation particulier, d'accord, qui devra par ailleurs suivre en termes d'envoi un canal spécifique. Si vous avez des flux B2C ou des flux internationaux,
des livraisons intracom, des ventes de prestations de services intracom ou extracom, des achats également possiblement de biens en provenance de l'Union européenne, vous allez devoir sacrifier une obligation déclarative qu'on appelle le e-reporting, qui va marcher, on va le voir, par décade, et donc 3 fois par mois. Donc le champ d'application, vous le voyez, il est vraiment celui-ci. Les flux B2B franco-français avec de la TVA, obligation d'émettre une facture électronique. Les flux B2B internationaux, e-reporting, c'est l'horreur absolue. Il faut bien comprendre par rapport au calendrier un peu mondial que tu avais mis en exergue tout à l'heure, que vous avez ici sous les yeux, que si en France on a pris beaucoup de retard, c'est parce qu'on a voulu trop faire. Et à vouloir trop faire, finalement, on n'a rien fait du tout. Nos amis italiens, qui ont été les premiers au sein de l'Union européenne à passer à la facturation électronique, sont arrivés dès la première fois parce qu'ils n'ont pas de e-reporting tel qu'on l'a effectivement sous cette forme, effectivement sur le territoire national. Nous, ce qui pose problème et ce qui va vous poser problème, c'est vraiment la génération de ce fichier. Donc si vous n'avez pas de flux internationaux, si vous n'avez pas de B2C, écoutez, vous êtes les grands gagnants de la réforme. Si vous avez des flux internationaux et si vous avez du B2C, vous êtes les grands perdants de la réforme. Et l'intégralité de nos clients ont des flux internationaux. Voilà. Merci Rémi. Alors, moi j'ai un autre souci, c'est que... Tu en as beaucoup, je trouve, j'en ai ce matin. Mais t'en règles beaucoup, donc je te remercie. J'ai un autre souci, c'est que j'ai été intimement convaincu que j'aurais le choix, à un moment donné, entre une plateforme étatique gratuite et des plateformes privées payantes. J'ai l'impression que ça a changé depuis octobre 2024. Je te le confirme bien. On a eu effectivement un communiqué de presse le 15 octobre dernier, assez surprenant d'ailleurs, qui a rendu obligatoire le recours à ces prestataires qu'on appelle les PDP. Grosso modo, aujourd'hui, il y en a un peu plus de 80 qui ont été immatriculés sous réserve par l'administration fiscale. Vous avez ici effectivement la liste. Alors, je vous le dis, il y a une espèce de liste off qui circule, je dirais, sur les réseaux sociaux, qui est assez intéressante parce qu'elle a classifié ces PDP par nature d'entreprise, par catégorie d'entreprise concernée. Il y a dans cette liste des PDP qui sont plus spécifiquement axés autour des TPE, PME, d'autres qui sont plus spécifiquement, je dirais, à recommander pour des grandes entreprises, des ETI. Donc, in fine, il va falloir faire votre choix. Vous n'avez pas le choix, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez l'obligation de recourir à l'un de ces prestataires. Demain, vous ne pouvez pas émettre de facture sans avoir préalablement contracté avec l'un de ces prestataires. Demain, vous ne pouvez pas recevoir de facture si jamais, effectivement, vous n'avez pas contracté avec l'un de ces prestataires. Quelque chose d'assez rassurant, c'est que toutes ces PDP, alors PDP, c'est-à-dire plateforme de dématérialisation partenaire, a priori, je dirais, remplissent le cahier des charges, ce qui est plutôt rassurant pour les entreprises qui, du coup, peuvent être absolument certains qu'en passant par tel PDP ou par tel autre PDP, a priori, ils ont rigoureusement la même qualité de service. Alors, ce qui varie beaucoup, ce sont les prix, les coûts à la facture. Donc, il y a quand même, je dirais, une espèce de petit sondage, je dirais, à faire un peu off auprès des PDP pour savoir, a priori, quel est le coût qui va être facturé. Parce que je vous le dis, ça peut varier de 8 centimes à 30 centimes d'euros la facture en fonction des PDP. Donc il y a des variations énormes. Il faut faire attention quand même à la PDP que vous allez choisir. Je commence par quoi, moi, dans tout ça ? Alors, il y a une méthodologie pour que vous puissiez aborder effectivement sereinement la réforme. Il va falloir faire un exercice d'audit et de cadrage de vos flux de facturation, en vous posant un certain nombre, effectivement, de questions. Mais avant de faire cet audit et ce cadrage, il y a un prérequis, je le redis, c'est la PAF. Il vous faut mettre en place la réforme relative à la piste d'audit fiable. Si vous ne l'avez pas, effectivement, déjà mise en place, faisons un petit sondage. Qui a la PAF parmi vous ? Je vous félicite. Bravo, Cédric, bravo. Oui, Cédric, bravo. Il vous faut la PAF. Alors, là... Rémi, juste, parce que ça peut peut-être intéresser ces messieurs-dames, tu peux nous rappeler globalement la documentation nécessaire autour d'une PAF dans les grandes lignes. Je vais définitivement me rendre impopulaire là, pour beaucoup, mais enfin bon, je vais le faire bien volontiers. Une PAF, ça comporte 3 parties. 3 parties. Vous allez voir, c'est d'une lourdeur implacable. Première partie, c'est ce qu'on appelle la cartographie des flux. Alors, beaucoup de clients confondent la cartographie des flux avec la cartographie des process. Ce n'est pas la même chose. Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Vous devez cartographier vos flux clients et vos flux fournisseurs, d'accord, en indiquant dans ces cartographies tous les documents juridiques et commerciaux que vous avez en amont de la facturation. Je vais vous éclairer, parce que moi ça va à peu près, je connais le sujet, je vais vous éclairer et je vais vous dire très concrètement ce que ça recouvre comme réalité. Je vais vous donner un exemple très concret. La dernière mission PAF qu'on a été amené effectivement à connaître au sein du cabinet,
C'est un client qui avait 3300 fournisseurs actifs. 3300 fournisseurs actifs. Dans ces 3300, il y en a 468, les nombres m'ont traumatisé vraiment, 468 avec lesquels les choses se passent de la manière suivante. On a un contrat, alors souvent un devis qu'on accepte qui vaut contrat, sur la base duquel le client émet un bon de commande. Il y a ensuite un bon de livraison, un bon de réception et la facture. On a une première cartographie qui va s'intituler piste d'audit fiable 01, où il va être indiqué contrat, bon de commande, bon de livraison, bon de réception, facture, et au dos, il y a le nom des 468 fournisseurs qui sont concernés par ce mode de contractualisation. On a ensuite 122 ou 123 fournisseurs avec lesquels on contracte directement en leur envoyant un PO, un purchase order. Donc ça veut dire que là, il n'y a pas de contrat. Donc on a une autre cartographie où il est indiqué bon de commande, bon de livraison, bon de réception, facture et au dos le nom des 122 fournisseurs concernés par ce mode de contractualisation. Au total, dans ce dossier, on a 12 cartographies différentes. Parce qu'entre contrat, bon de commande, contrat, pas de bon de commande, contrat, bon de commande, etc., 12 multi-combinaisons et à chaque fois le nom des fournisseurs au dos des cartographies. Bon. Donc ça, c'est le premier volet, c'est le volet cartographique. Okay. Donc ça, c'est un point déjà effectivement assez structurant et je dirais assez lourd à mettre en place. Étant précisé, je ne vous l'ai pas dit, qu'évidemment, c'est une PAF par exercice. Donc là, si vous n'avez pas vos PAF, il va vous falloir faire 3 rétro-PAF pour couvrir les exercices ouverts à contrôle. Et encore, si vous avez la malchance d'être déficitaire, comme l'administration fiscale en cas de déficit peut revenir sur le premier bénéfice au sein duquel le premier déficit a trouvé sa source, on peut être amené à faire des PAF, je dirais, rétroactivement sur des périodes plus lourdes, plus longues. Bon. Donc ça, c'est le premier volet cartographique. Deuxième volet, c'est le volet archivage, qui est un sujet évidemment fondamentalement important, vous l'avez compris, où là, il va vous falloir mettre en place une solution technique d'archivage qui, en partant de la facture, permet de retrouver aisément les documents qu'il y a en amont. On a des clients qui nous disent, nous on conserve tout, le jour où l'administration fiscale vous demandera de ressortir le bon de commande, le contrat, le bon de livraison, le bon de réception de la facture du 15 mars 2024, ça ne posera pas de problème. Alors là, en règle générale, on n'est pas déçu. Parce que souvent, les contrats sont archivés au niveau du juridique, les bons de commande sont les achats, les bons de livraison, les bons de réception, c'est la logistique, les factures, c'est la comptabilité, ces gens-là ne se parlent pas au quotidien, et quand il s'agit, en partant de la facture, de remonter jusqu'à l'acte d'engagement de la dépense, c'est une horreur. On s'aperçoit que finalement, les BL, on ne les a pas archivés. Moi, j'ai quand même un client, la semaine dernière, qui m'a dit « Mais Rémi, je ne vois pas l'intérêt d'archiver les BL. Si on a reçu la marchandise, c'est qu'elle a été livrée. » Alors je lui ai dit « Dans ces cas-là, vous enquiquinez pas à archiver les factures. Si vous l'avez payé, c'est que vous l'avez reçu à un moment donné. » Alors elle me dit évidemment, vu sous 7 ans, bah ouais, mais malheureusement, je rappelle que les bons de livraison doivent être archivés pendant 10 ans. Oh, on a des clients qui ont de l'humour, clairement. Ouais. Bon, alors après, un peu moins quand il y a le contrôle fiscal, mais bon, voilà. Donc, très distinctement, il faut effectivement, impérativement, bien intégrer ce deuxième volet. Le troisième volet, qui est le plus complexe, celui qui va nécessiter le plus d'efforts rédactionnels, c'est ce qu'on appelle le volet CPD. Alors CPD, ça veut dire contrôle permanent et documenté. Alors c'est un volet qui se subdivise en 3 sous-volets, CAF, INF, CT. CAF, contrôle d'admission des factures. INF, c'est le volet informatique. Et CT, c'est le volet crash test. Tous les ans, vous devez vous autotester. C'est-à-dire prendre, effectivement, vos cartographies, sélectionner un fournisseur au hasard, regardez si vous êtes capable de ressortir le bon de livraison, le bon de commande, par exemple, etc. Et vous devez rédiger un procès-verbal de test qui sera demandé par l'administration fiscale. La sanction va être redoutable si, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais aujourd'hui, il ne faut vraiment pas avoir de chance pour avoir ce type de sanction. Si demain, vous n'avez pas de documentation piste d'audit fiable, c'est le rejet du droit à récupération de la taxe sur la valeur ajoutée qui sera prononcé dans le cadre, effectivement, des opérations de vérification. C'est-à-dire que non seulement, demain, il vous faut passer à la facturation électronique, mais il vous faut impérativement mettre en place la réforme de la piste d'audit fiable, sinon, on vous rejettera 3 exercices entiers de TVA récupérés. Donc, rédigez votre PAF, et si vous ne l'avez pas, écoutez, il vous faut la rédiger. Donc oui, il y a une nouvelle obligation, et tu as bien fait de mettre un panneau... un warning. Un warning, voilà, danger. Il y a un vrai danger. Est-ce que par hasard, Rémi, ta femme connaîtrait également la femme de Monsieur Archivage ? Non, je ne peux pas connaître tout le monde non plus. C'est une vie sociale très aboutie. Oui, je te le confirme. Bon, donc, alors, je vous rappelle également qu'il y a un autre sujet, qui est un sujet absolument majeur, c'est que
demain, les factures que vous allez émettre ou que vous allez recevoir, vous ne pourrez pas les archiver comme vous archivez aujourd'hui vos factures PDF. Vos factures PDF, il y en a beaucoup de clients. Alors, le pire, c'est les clients qui, recevant des factures PDF, s'empressent de les imprimer pour mettre le PDF à la benne. Alors là, c'est compliqué, il y a une vraie révolution intellectuelle à faire. Chez ces clients, c'est compliqué. Bon. Mais pour les clients qui font ce qu'ils peuvent, en règle générale, les factures PDF sont archivées sur un serveur, sur leur disque dur, et l'administration fiscale s'en contente jusqu'à présent. Demain, vos factures devront être archivées sur un serveur qui devra répondre à la norme AFNOR NFZ 42013, qui est la norme sur l'archivage électronique. Là, c'est pareil, il y a intérêt à être très vigilant, parce que, je le dis, il y a des risques que l'administration fiscale, demain, vienne à considérer que le fait de ne pas avoir archivé les factures tant en émission qu'en réception sur un serveur ou sur une solution technique répondant à cette norme, soit de nature à entraîner un rejet du droit à récupération de la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture, effectivement notamment reçue. Donc, demain, vous aurez deux possibilités. Soit vous faites votre affaire de l'archivage des factures que vous émettez ou vous recevez. Il faut savoir que la PDP n'a aucune obligation d'archiver les factures pour vous. Bon. Donc ça veut dire que vous allez devoir recourir à un prestataire conforme à cette norme AFNOR NFZ 42013. Il y en a, fort heureusement, un certain nombre et de grande qualité. Bien. Autre possibilité, je le dis très clairement et très distinctement, vous demandez à votre PDP d'archiver les factures pour vous. Alors la PDP, alors mis à part quelques PDP que je connais, ne sont pas des tiers archiveurs patentés. Alors, il y a quelques PDP qui ont des filiales spécialisées en archivage, mais c'est extrêmement rare. Il y a même, dans la liste, quelques PDP qui sont même des tiers archiveurs, qui sont effectivement devenus PDP pour les besoins de la cause, dont l'une que nous avons d'ailleurs accompagnée. Bon. Mais ça veut dire que vous allez pouvoir demain demander à votre PDP d'archiver pour vous, elle va conclure un contrat avec un tiers archiveur très vraisemblablement, pour que vos factures soient archivées en respectant cette norme AFNOR NFZ 42013. Donc demain, l'archivage devient vraiment une obligation, et demain, du coup, les entreprises vont comprendre la distinction qu'il y a, parce que l'administration fiscale va être là pour vous la rappeler, entre conservation, sauvegarde et archivage. Beaucoup de confusion de la part de nos clients sur ces trois notions. Donc je te le confirme bien, demain, l'archivage de factures X, mais également d'ailleurs des factures UBL ou autres, devient un sujet qui ne se posait pas aujourd'hui, mais qui se pose demain avec beaucoup d'acuité. D'accord, merci Rémi. J'en profite pour saluer l'un de nos partenaires tiers archiveurs dans la salle. Alors, je ne sais pas où tu es, Marc, voilà, au fond, mais sachez en tout cas que le groupe INEA et certains de ses partenaires peuvent vous accompagner. Alors il y a un sujet sur lequel j'aimerais revenir, Rémi, parce que tu m'as dit que c'était finalement le plus gros morceau de cette réforme. Ouais, et effectivement, c'est sans doute celui que je connais le moins, à savoir le e-reporting. Donc, qu'est-ce qui m'arrive dessus? Alors, le pire. Aïe. Voilà. Le e-reporting. Alors, ce machin, en fait, qui nous a été, inventé par l'administration fiscale, est vraiment le pire morceau de la réforme. Et je le dis d'ailleurs, parce que je parlais des webinaires un peu gratuits que font certains PDP, certaines PDP sur le sujet. Très souvent, c'est un sujet qui est volontairement éludé, parce que, évidemment, c'est pas très sexy, vous allez très vite vous en rendre compte, et en plus, même elles ont du mal, effectivement, à voir comment est-ce qu'elles vont pouvoir, effectivement, le gérer. Alors, donc demain, deux typologies de e-reporting. Le e-reporting de transaction, le e-reporting de paiement. Le e-reporting des transactions, c'est ce truc qu'il va falloir renseigner 3 fois par mois, a vocation à porter mention de tous vos flux internationaux et de vos opérations B2C. On l'est à la granularité facture, c'est-à-dire qu'il y a une déclaration par facture, voire si jamais il y a plusieurs taux de TVA sur une même facture, on est au niveau de la maille ligne de facture. Bon. Alors, ça concerne vos opérations B2C, donc si vous avez des opérations avec des particuliers, par exemple, ou avec des non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, vous êtes concerné. Ça concerne vos opérations internationales, alors les ventes à distance, si vous avez des ventes sur Internet, par exemple. Ça concerne les livraisons intracommunautaires de marchandises, si vous vendez des biens à des Belges, par exemple. Ça concerne les exportations, vous vendez des biens à des Suisses. Ça concerne les ventes de services, intracom, extracom, mais ça concerne également les achats, les acquisitions intracommunautaires de marchandises. Il n'y a qu'une opération, 2 opérations qui échappent, je le dis, à cette obligation de e-reporting.
C'est déjà les importations. Une importation, c'est quand j'achète un bien en provenance d'un État non membre de l'Union européenne. Or pourquoi ? Parce que depuis le 1er janvier 2022, les importations sont connues de l'administration fiscale, puisqu'il y a même un pré-remplissage de la déclaration de TVA, avec plus ou moins de bonheur, et d'ailleurs plus ou moins que plus, hein, mais c'est un autre sujet, je ne sais pas si parmi vous, certains ont des importations, mais vous savez qu'a priori c'est compliqué. Et puis également, ça échappe à l'obligation les opérations couvertes par le secret défense. On a un client qui fabrique un système de propulsion pour les missiles, par exemple, qui est totalement, effectivement, exonéré de ce reporting. Et c'est un client parmi d'autres. Donc ça veut dire que, très distinctement, si vous avez des flux B2C, si vous avez des flux internationaux, aussi bien en vente qu'en achat, vous êtes concerné par cette obligation de e-reporting. Alors, à un rythme décadaire, tous les 10 jours, vous allez devoir transférer à vos PDP toute une série d'informations. Donc, les factures que vous avez mises au reçu au titre des opérations du 1 au 10 du mois, les factures que vous avez reçues ou émises au titre des opérations du 11 au 20 du mois, etc., etc., pour que la PDP puisse constituer ce fichier de e-reporting. Alors, juste, soyons pratiques. Et vous allez voir pourquoi je milite vraiment pour FactureX. Bon. Si, demain, tu envoies une facture à un client belge ou à un client suisse, tu es, comme on l'a vu, hors champ de la réforme sur la facturation électronique. Donc, tu pourras lui adresser une facture en format papier ou en format PDF. Le problème, c'est que si tu as adressé une facture papier à ton client suisse, ça veut dire que cette facture papier, il va falloir la donner à la PDP pour que par un mécanisme de LAD, de lecture automatique de données, elle détache un certain nombre de mentions qu'elle injecte dans le fichier de e-reporting. Ça va avoir un coût. Si vous avez envoyé une facture X demain à votre client belge ou à votre client suisse, il y a dans facture X le fichier XML d'intégrer. Ce fichier XML contient toutes les données permettant d'élaborer en automatique le fichier de e-reporting. Si vous avez opté pour de l'UBL ou du C2I, vous ne pourrez pas facturer votre client belge ou votre client suisse avec une facture UBL ou C2I. Donc, il faudra doublonner cela par une facture papier, un coût supplémentaire pour effectivement l'injection dans le fichier de e-reporting. Une fois que vous avez géré votre PAF, donc on va poser comme prérequis que vous l'avez rédigé. Donc, il va falloir cartographier vos flux. Est-ce que vous avez du B2B, franco-français? Est-ce que vous avez du B2C? Est-ce que vous avez du B2B international, UE, hors UE? Est-ce que vous avez des achats également, intracom, extracom? Il faut cartographier tous vos flux. Il faut ensuite se livrer à un exercice de mapping où vous allez réorienter vos flux. Alors celui-ci, il est concerné par l'obligation de e-invoicing. Celui-ci, c'est plutôt du e-reporting. J'ouvre une parenthèse. À l'occasion de la cartographie de vos flux, vous devez également en profiter pour regarder si le traitement TVA que vous appliquez est le bon. Là, on découvre des choses très inquiétantes chez les clients. J'en ai notamment un qui est absolument formidable, mais vraiment. C'est quelqu'un qui facture, je dirais, des clients belges. Et donc, il a paramétré son ERP de telle manière à ce que lorsqu'il facture son client belge, il le facture hors taxe. Ce qui est la règle qui s'applique en matière de territorialité de TVA. Dans ces cas-là, je mets le numéro de TVA intracom de mon client belge sur la facture que je lui adresse, je le facture hors taxe et je mets une belle mention, exode TVA, article 262 ter, grand 1 du CG. Très bien. Ça s'appelle Édouard, le DAF. Je lui dis, Édouard, j'ai un souci. Quand vous facturez les Belges, vous les facturez hors taxe. Il me dit, Rémi, ce sont les règles de territorialité. Je lui dis, oui. Quand le bien part de France pour aller à Bruxelles. Je lui dis, le problème, c'est que vous avez des hypothèses dans lesquelles il vous arrive de facturer des clients belges avec un bien qui part de Lyon pour aller à Paris. Là, vous auriez dû mettre de la TVA française. Je vous le dis. À l'occasion de cet audit des flux, vous devez valider également que les flux sont les bons, que vos paramétrages sont les bons, parce que, je le redis, demain, dans le cadre de la réforme, tous les manquements seront immédiatement mis en exergue par l'administration. Vous devez également, dans le cadre de cet audit des flux, faire un audit de vos master data. Est-ce que vous avez bien les données qui demain vont alimenter le fichier effectivement FactureX? Parce que dans le temps qui nous est imparti, d'ailleurs je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà dépassé ou si on est large, on peut continuer. Vous avez effectivement dans votre format FactureX, dans la structuration du fichier, plusieurs mentions obligatoires, 38 au minimum, voire plus si affinité. Il faut regarder si vous êtes déjà en capacité demain d'avoir ces données. Parce que, je le redis, la PDP ne va pas vous inventer des données. La PDP ne va pas corriger vos flux. Donc, ce travail de cartographie des flux est absolument, effectivement, je le dis, important. Ensuite, une fois que vous avez fait cela, seulement ensuite, on peut passer au volet informatique.
Il faut cartographier son système d'information. Est-ce que vous avez un éditeur qui est à même de vous proposer demain une solution capable de générer une facture X, une facture UBL ou une facture C2I? Il y a des éditeurs qui ont dit « nous on ne fera pas ». C'est pas grave, c'est la PDP qui fera à la place des éditeurs, mais il faut quand même se poser la question. Est-ce que l'éditeur va bien vous proposer une facture X en format EN 16931, qui est le format qui est requis par la réglementation française en termes effectivement de production de données? Je vous invite d'ailleurs à vous orienter plutôt vers un format Extend, qui est le dernier format le plus complet, parce qu'on a une directive VIDA qui va rentrer en vigueur demain en 2030, qui rend obligatoire la facturation électronique dans le cadre des relations européennes. Et on risque d'avoir un format Extend, ça évite de revoir sa copie 4 ans après l'entrée en vigueur de la réforme. Et puis évidemment, bien se poser ensuite, je dirais, la question de la rédaction de l'appel d'offres, parce que vous allez possiblement soumissionner plusieurs PDP, pour pouvoir sélectionner celle qui est la plus à même de répondre à vos besoins. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est celui des cas d'usage également. Il y a 36 cas d'usage qui ont été identifiés par l'administration fiscale, qui sont des cas un peu compliqués de facturation. Il faut se poser la question de savoir si la PDP, votre PDP, va les gérer, car je le dis, dans le cahier des charges qui s'impose aux PDP, les PDP n'ont pas l'obligation de traiter les 36 cas d'usage. Donc si vous avez de la facturage, par exemple, si vous avez de l'auto-facturation, il va falloir se poser la question de savoir si la PDP gère bien ces cas d'usage. Bon, donc après, évidemment, se poser la question de mon archivage. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai déjà une solution d'archivage conforme à la FNOR NFZ 42013 ? Il va falloir se poser également cette question. Et commencer à réfléchir à sa PDP, parce que c'est comme un sujet important. Parce que je le dis juste avant, Alexandre, que tu me reposes une autre question, je le dis clairement, aujourd'hui, on a un peu plus de 80 PDP qui vont gérer toutes les factures de France. Il va y avoir des embouteillages. Je le dis, il y a des PDP qui choisissent leurs clients. Ce n'est pas l'inverse. On est en phase, moi je le vois là, de négociations contractuelles avec certaines PDP, pas citer de nom, mais on a un client par exemple qui nous a demandé de travailler sur le contrat. Bien, pense à lui. Ce client, je lui ai dit, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on signe une lettre d'intention avec la PDP, pour lui montrer qu'on veut travailler avec elle, bloquer un peu le sujet, et on va comme ça travailler sur le contrat. Réponse de la PDP, je refuse des lettres d'intention, soit vous signez, soit vous en choisissez une autre. Donc la négociation contractuelle, elle est quand même assez limitée. Donc vous voyez, donc il faut commencer quand même à y penser très sérieusement, parce que je vous dis, 83, 87 PDP pour l'instant, c'est pas énorme. Alors, tu me donnes la transition idéale, puisque justement, ce travail de sélection de PDP, on l'a fait pour vous. On ne pouvait effectivement pas rester inerte face à la réforme qui s'annonce. Et donc, on est venu imaginer une offre pour vous accompagner intégralement sur ces sujets-là. Alors, l'offre, vous l'aurez compris, au travers des propos de Rémi, elle démarrera forcément par un audit et une cartographie de vos flux. Donc là, deux solutions, soit vous êtes dans un cadre relativement classique et général, et toutes les équipes d'INEA avec leurs consultants sont capables et sont autonomes pour vous accompagner sur ces sujets-là, soit vous avez des cas extrêmement particuliers, extrêmement techniques, et dans ces cas-là, Rémi et ses équipes, bien évidemment, pourront vous proposer des prestations d'audit et de cartographie ad hoc sur ces sujets-là.